défis... Ah bah ça y est, nous sommes en ligne. Tu as les invités qui sont là. Non, mais c'est bon, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Eh ben bonjour et bienvenue à tous pour cette seconde table ronde de cette seconde journée de la Gamers Assembly 2024. Bonjour à vous. Et donc nous allons parler d'un sujet intéressant, complexe. Quels sont les défis et les solutions, puisque s'il y a des défis, j'espère qu'il y a des solutions, pour une structuration de l'e-sport amateur. Vaste sujet. Et pour ce faire, nous accueillons trois spécialistes du sujet, Alexandre, Pierre et Jérôme, et je vous laisse vous présenter. C'est pas Jérôme, mais c'est Jérémy, mais t'inquiète. Ah, ça, regarde. Ah mais ouais, c'est Jérémy avec un i. Y a pas de souci. Allez, vas-y. Allez, je vais me présenter. Donc, je suis Alexandre Moika Dubé, donc président de l'association Métallique, président de l'Union des associations e-sportives de France et vice-président à la structuration de l'e-sport amateur en France chez Francis Sport. Ok. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Pierre MacMahon et je suis directeur général de l'association des Orcs Grand Poitiers, une association de jeux vidéo, d'e-sport et plus largement qui opère sur pas mal de choses sur le territoire de Grand Poitiers et ailleurs. Et du coup, pour terminer, Jérémy Mappa, du coup, moi je suis secrétaire de l'UAEF, donc j'assiste Moika sur toutes les questions associatives amateurs. Et chez Francis Sport, moi j'ai une mission de trésorier actuellement, donc j'ai un mandat de trésorier et je suis au collège des joueurs et des clubs amateurs pour Francis Sport. Voilà. Ok. Alors, je vous propose d'essayer de couvrir ce sujet des défis et solutions en commençant par voir quels sont les défis. Ensuite, globalement, quelles sont les solutions, quelles sont les actions que on peut mettre en œuvre et quelles sont celles qui ont été mises en œuvre. Et ensuite, quelles sont les perspectives à moyen et long terme que l'on pourra également mettre en œuvre pour essayer de structurer et en tout cas d'obtenir une meilleure structuration de l'e-sport amateur. Première question, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les joueurs amateurs dans le domaine de l'e-sport évidemment, que ce soit en termes d'accès aux compétitions, de reconnaissance ou même de développement de leurs compétences d'une manière générale. Je pense que les enjeux ils sont multiples. Déjà, c'est la reconnaissance du parcours de joueurs et des structures qui les accompagnent. En fait, à partir du moment où on a l'envie de répondre à cette question, de savoir comment on fait pour sécuriser ce parcours de joueurs et les structures qui les accompagnent, on rentre dans le cœur du problème. Le problème, il est multiple, selon moi. Il doit être d'abord sur de la reconnaissance, c'est-à-dire les structures qui les accompagnent, comment elles fonctionnent. Donc là, on peut parler peut-être d'agrément, on peut parler de labellisation, on peut parler de structuration, on peut parler de fédération. Dans quoi l'association s'engage, quel est le parcours et quel est le projet associatif, comment le projet associatif s'ancre dans son territoire et dans son écosystème. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe par un système d'agrément, par un système de labellisation, par un système d'existence au sein d'un écosystème reconnu, quoi. D'accord, mais la reconnaissance est vraiment le sujet principal, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des structures elles-mêmes. La reconnaissance permet la capacité à l'association de pouvoir exister, de pouvoir répondre à des appels à projets, de pouvoir aller chercher des sources de financement. Et en fait, on se rend compte, on a vu juste avant que les financements étaient vraiment un des cœurs du problème dans l'étude qui a pu être faite par l'UAEF. C'est de se dire comment on va chercher des financements. Mais entre une association qui n'a pas d'agrément et une association qui a un agrément, déjà ça ouvre des voies sur des appels à projets, sur des méthodologies d'aller chercher des financements, ne serait-ce que publics. Aller chercher une collectivité territoriale, c'est beaucoup plus simple. Aller chercher des prestations de services, c'est encore plus simple. Et effectivement, ça débloque énormément de choses. Pour moi, ça c'est l'enjeu de la structure qui accueille le joueur. Ok, ce sera ma deuxième question, mais on va rester sur la première. Quels sont les obstacles financiers, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres défis que la reconnaissance ? C'est certain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit prendre une discipline comme le sport traditionnel, je vais citer aucune discipline de sport, mais en fait quand on joue par exemple au football, au basket, à la natation, n'importe quoi, et qu'on fait un format compétitif, si on le fait à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, on joue selon les mêmes règles, avec des terrains homologués. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est absolument pas ça, parce qu'en fait on peut faire une compétition
dans le nord de la France avec des règles qui vont être dans un schéma particulier. On va faire un schéma à Poitiers avec des règles particulières, puis on va faire un autre schéma ailleurs, dans une autre ville. Et ce qui fait qu'en fait, comment on fait pour que l'uniformisation de la pratique, elle se mette en place? Comment on fait pour que la pratique puisse être encadrée également, peut-être avec la mise en place de lieux de pratique? Ça, c'est de plus en plus une demande des joueurs et des joueuses. Et effectivement, je pense qu'on doit réfléchir, et c'est selon moi un vrai sujet, c'est sur l'uniformisation de la pratique. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait un peu tout et n'importe quoi un peu partout, et tant mieux en fait, c'est pas négatif en soi, mais ça crée quand même un micmac qui est difficile aujourd'hui. Dans le cadre d'une structuration, on structure, oui, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une ligue? Est-ce qu'on fait une compétition? Est-ce qu'on fait un format de compétition qui génère des points? Est-ce que les règles ici sont différentes d'un autre endroit? L'uniformisation et la structuration, là, elle est clairement face à un vrai problème parce qu'on ne sait pas répondre à ces éléments de questions. Moi, je pourrais rajouter quelque chose aussi au niveau de la compréhension effectivement de comment développer les choses ou structurer les choses. Et c'est aussi l'enjeu du mandat, en tout cas des 2 ans de vice-présidence à la structuration amateur, en tout cas moi que je me suis engagé à relever, c'est d'analyser et de comprendre les habitudes de consommation de l'e-sport amateur pour justement en faire quelque chose de global avec le tout public, avec les collectivités, avec les éditeurs et avec les promoteurs, et remettre l'associatif en tout cas au centre du débat, comme on oublie de mettre l'humain souvent au centre du débat, et permettre justement d'avoir des chaînes de valeur transversales, de la reconnaissance, des outils qui vont aussi donner de la force aux associations pour pouvoir avancer. On en parlait tout à l'heure au niveau des adhésions. Mais ça permet aussi d'aller vers la subvention, vers les agréments, vers la labellisation, ou toutes ces choses-là qui sont des défis avec Jérémy et Pierre un petit peu transversalement, sur lesquels en tout cas nous on travaille cette année, et on espère pouvoir l'année prochaine apporter des réponses dans ce sens. Ok. Je rajouterais que tu posais une question justement sur quels sont les défis. Moi je dirais qu'un des premiers défis c'est déjà de les identifier. C'est-à-dire que on est là pour ça. Ouais, voilà, exactement. Donc en fait il y a tout ce travail là que nous on fait avec l'UAEF et qu'on fait aussi avec Francis Sport, où justement on va au contact des associations et des joueurs, parce que la structuration amateur, et on n'en a pas forcément parlé pour définir les termes, mais on a le côté joueur, on a aussi le côté associatif, le côté encadrement, et il faut aller auprès des joueurs et auprès des structurations, des structures pardon, pour comprendre vraiment quels sont ces défis. Et c'est notre but avec Moika sur notre mandat dans le collège des clubs associatifs et des joueurs, c'est déjà de comprendre les attentes des joueurs, de comprendre l'écosystème, qu'est-ce qui se joue dans l'écosystème, quels sont les liens entre les entreprises, les associations, les éditeurs qui sont quand même un type d'entreprise très particulière parce que c'est eux qui ont vraiment la propriété intellectuelle de toutes les compétitions et de tous les jeux sur lesquels on joue. C'est la grosse différence avec le sport qu'on a actuellement sur notre modèle compétitif aussi. Et il faut réussir à composer avec tous ces acteurs qui depuis le début un petit peu de l'e-sport ne se sont jamais structurés ensemble et on fait une explosion un petit peu de toutes les choses. Ça revient à ce que tu disais au niveau de l'uniformisation des compétitions sur le territoire. On s'est tous explosé un petit peu dans tous les sens, et c'est pas, encore une fois de plus, c'est pas une chose négative, c'est un fait. Est-ce que maintenant on comprend bien l'écosystème? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que pour pouvoir, encore une fois de plus, répondre à des défis, il faudrait déjà les connaître. C'est-à-dire quelles sont les questions et les défis auxquels on doit répondre. Bon, heureusement, on a creusé la question. On commence à avoir une petite idée peut-être. Mais les enquêtes qu'on fait avec l'UAEF, avec Francis Sport auprès des structures et auprès des joueurs, ça nous permet d'identifier ces premiers défis. On voit quand même que la problématique financière est au centre des questions, peu importe où on va et peu importe ce qu'on en pense. La problématique financière, c'est le cœur du sujet. Hein. On en parlera justement dans la deuxième question que tu as préparée. Le gros problème de la problématique financière, c'est qu'elle permet de stabiliser la structure. Elle permet au parcours du joueur d'être le plus stable possible. Ça lui permet au joueur d'éviter de dépenser de l'argent, parce qu'on n'en parle pas suffisamment assez, je trouve, de cette problématique-là. On va en parler. Le joueur dépense de l'argent personnel pour la plupart pour pratiquer leur passion. C'est pas un mal en soi, on le fait tous sur des passions personnelles. On est tous des joueurs, j'imagine, autour de oui, mais ça crée de la différence, parce que certains ont les moyens, d'autres pas, d'autres moins. Et ça crée un petit peu cette différenciation. Et nous, on aimerait bien aussi mettre en place cette égalité des chances en fait sur le territoire, où on se dit n'importe quel type de joueur, à partir du moment où il a les compétences, il a le niveau pour aller dans ces compétitions-là, on voit pas pourquoi il n'y irait pas. Et c'est cette stabilité financière que recherchent les joueurs en vérité. Quand on leur parle,
leur feinte, c'est ça. Je poser pars la trop deuxième loin, question mais... et comme ça on va aller directement dans. Donc quels sont les obstacles financiers auxquels sont confrontés les joueurs amateurs et quelles stratégies peuvent être mises en place pour réduire les coûts associés à la participation au tournoi et aux différents événements? Alors moi je veux juste rebondir sur ce que tu disais juste avant. En fait l'objectif c'est de réduire cette fracture sociale en fait qui existe mais dans la société. Donc c'est un problème sociétal au-delà d'un enjeu e-sportif. Mais c'est vrai que nous on y est confrontés tous les jours comme tu l'as dit. Et comme le disait Pierre, comment on fonctionne, reproduire ces inégalités, comment fonctionne-t-on dans une zone rurale là où dans un pays très central on va avoir beaucoup de choses, on en parlait tout à l'heure en Ile-de-France et je vais pas alors je vais dire Clermont-Ferrand mais c'est pas contre les gens de Clermont-Ferrand, mais comment à Clermont-Ferrand on peut composer comme à Paris. Donc effectivement oui, on a besoin nous de comprendre en faisant des enquêtes et en allant auprès des joueurs comment on peut les accompagner, quels sont les leviers ou les barrières sur lesquels on peut avoir une incidence et vers quel organisme ou organe institutionnel ou même économique on peut se retourner justement pour pouvoir accompagner ça. Et pour ce qui est des réponses, je pense que ça passera par la territorialisation de l'e-sport, par des lieux de pratique, par de l'accompagnement local, de la culturation des populations, mais aussi des institutionnels et des collectivités. Et c'est un travail commun. Il y a quelque chose que Pierre dit souvent en parlant de l'UAEF, c'est que nous on a relevé un très gros défi de mettre autant d'acteurs avec des origines, des ADN différentes autour d'une table et de faire en sorte qu'aujourd'hui, 3 ans après, on soit toujours existant. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est de réunir tous les acteurs de l'e-sport autour d'une table. Oui. Il le disait très bien tout à l'heure, Jérémy, que ce soit les joueurs, les associations, les éditeurs, les promoteurs, enfin voilà, même les institutionnels pour moi, et à réussir à discuter et à avoir un dialogue pérenne dans le temps pour aller vers une structuration au global. Et je ne pense pas que c'est que l'e-sport amateur qui doit être structuré, mais je pense que c'est l'un ne va pas sans l'autre en fait. Voilà, je pense que c'est un ensemble. Ok. Du coup, la question, quels sont les obstacles financiers tu posais? Pour moi, l'obstacle principal, mais ça c'est très subjectif, c'est la connaissance qu'ont les gens de l'e-sport. Un truc qu'on peut... C'est un premier obstacle, je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas très clair. Par exemple, le modèle financier du sport, il y a des subventions, il y a des entreprises locales qui permettent de financer des clubs. Quand on parle de clubs amateurs, de clubs de division 3 par exemple, ils ont des associations, des entreprises du coin qui viennent les financer. Il y a les villes, etc., qui mettent de l'argent sur la table, etc. Nous, on a cette problématique de l'e-sport où les institutionnels ne comprennent pas ce que c'est l'e-sport, ne comprennent pas les enjeux sociétaux de l'e-sport, et surtout, il y a cette peur en fait du jeu vidéo qui est très répandue. L'addiction aux écrans, le décrochage scolaire, etc. Toutes ces choses que les représentants, les agents territoriaux et les hommes et les femmes politiques de ce pays, l'encadrement de l'e-sport permet de répondre à ces questions et d'encadrer une pratique voilà. Et nous, raisonnable. Une de nos premières solutions à cet obstacle, c'est justement d'aller auprès des institutions et de leur expliquer ce qu'est l'e-sport, leur expliquer ce qui se fait déjà en termes de bonnes pratiques de l'e-sport, comme on a pu en parler sur la conférence juste avant. Il y a cet enjeu-là de récolter ce qui a déjà été fait dans le milieu amateur pour pouvoir le présenter aux élus, aux agents et leur dire voilà ce qui se fait. On n'est pas que dans l'addiction, la promotion de choses qui ne sont pas forcément très bien vues d'un point de vue social, mais non, on est sur quelque chose, on répond à un problème sociétal qui n'est pas encadré. Et c'est là où on va débloquer justement cet aspect financier, parce que si on répond à un problème sociétal, on va pouvoir répondre à des appels à projets en se fixant là-dessus, on va pouvoir répondre à des appels à manifestation d'intérêt, et on va pouvoir toucher des subventions, des fonds de développement de vie associative, tous ces mécanismes-là. Et c'est aussi important d'aller voir un peu toute la population locale aussi, les parents, parce que... Oui, c'est un enjeu de société, clairement. Exactement. Et il y a cette chose d'aller dédramatiser, c'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver le mot, mais je pense que tout le monde a compris, d'aller faire cette promotion, d'aller faire ce lobbying, un petit peu de l'e-sport, on peut le dire, de faire comprendre à tout le monde ce qu'est l'e-sport et surtout ce que n'est pas l'e-sport, c'est-à-dire ne pas continuer à propager les préjugés de l'e-sport
et faire comprendre que ces préjugés-là ne sont pas réels. Et ça, c'est un premier obstacle. C'est déjà si les personnes qui ont l'argent, on va dire, qui ont les moyens financiers de subventionner les associations, le parcours du joueur et les joueurs n'ont pas cette volonté d'aller vers nous. C'est le premier obstacle que moi je vois en tout cas, et c'est l'obstacle sur lequel on s'est cassé les dents pendant 5 à 6 ans dernièrement. Depuis que je suis dans l'associatif, en tout cas, c'est un des problèmes centraux, c'est cette peur de l'État, enfin des agents territoriaux et des élus territoriaux vis-à-vis d'e-sport. Ceci dit, ça tend à s'améliorer largement. Oui, mais il y a peut-être aussi une méconnaissance des deux côtés. Exactement. Et une incompréhension aussi des deux côtés et des modes de fonctionnement de chaque côté. Mais alors justement, comment est-ce que les organisations telles que Francisport ou l'UEAF ou les autres associations locales peuvent mieux soutenir et promouvoir l'e-sport amateur? Quel est le rôle justement des associations et comment est-ce qu'elles peuvent agir? En ouvrant la voie, clairement. En fait, c'est extrêmement complexe comme sujet. Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être énoncé. Le caractère d'intérêt général, l'intérêt pour les enfants, l'intérêt éducatif. Enfin, je pense qu'il faut qu'on passe par là pour pouvoir réussir à mettre en place des projets et surtout faire connaître l'e-sport. Est-ce que c'est le rôle des associations justement d'être au devant de la scène et au devant des discussions avec les pouvoirs publics? Moi, je ne sais pas si c'est le rôle des associations de le faire, mais elles ont tout intérêt à le faire. Parce qu'en fait, si on attend, on attendra longtemps. Si c'est pas le rôle des associations, à qui incombe cette tâche justement de discuter avec les pouvoirs publics, J'ai absolument pas les éléments de réponse là-dessus. J'ai absolument pas les éléments de réponse. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt quand même des structures comme Francisport qui aujourd'hui sont reconnues par l'État. Et d'ailleurs, ça a été créé sous le gouvernement Hollande avec Axel Le Maire. De l'État. Ça a été créé à la demande de l'État pour avoir justement un interlocuteur. Moi, je pense que c'est extrêmement complexe comme sujet puisque le Francisport je pense, essaye de faire... Ou Orcs, à un niveau local. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau national, c'est extrêmement complexe, ne serait-ce que par les différentes typologies régionales, la présence des associations et surtout des associations très différentes. Alexandre parlait tout à l'heure des différences des associations. Il y en a qui sont vraiment profondément différentes dans même le projet, dans ce que les gens veulent en faire. Évidemment. Moi, je pense qu'effectivement, rien ne partira si ça ne part pas du local. Mais ça, c'est d'un point de vue conviction. On dit, alors je vais prendre l'exemple des Orcs Grand Poitiers, on dit qu'on a de la chance. À chaque fois, j'entends les Orcs Grand Poitiers, vous avez de la chance. Vous avez réussi à faire des trucs à Poitiers parce que Poitiers est attentif. Mais en fait, pour moi, c'est absolument pas de la chance, c'est du travail. Ça a été d'aller chercher, ça a été de convaincre des élus. Mais clairement, je pense que c'est au rôle des associations d'essayer d'ouvrir les portes. Mais parce que c'est parti de la GA depuis 24 ans. Exactement. Et qu'il y a eu une éducation et un dialogue qui a été exactement. Et je pense que pour le coup, ça doit partir des acteurs locaux. Et derrière, la stratégie, c'est quoi? C'est des initiatives qui fonctionnent sur le territoire, qui ont été prouvées, qui fonctionnent efficacement avec des indicateurs de réussite quantitatifs, qualitatifs, psychologiques, éducatifs. Quand on aura effectivement des éléments de réponse là-dessus, en fait la stratégie elle est au passage de l'échelle, c'est le changement d'échelle. Et je pense que aujourd'hui c'est l'attente. Nous on a été notamment interviewés notamment par le ministère des Sports sur des inspecteurs généraux mandatés par la ministre sur l'état actuel de la gouvernance e-sportive, sur le fonctionnement e-sportif. Et tant ils cherchaient le fonctionnement national, mais ils voulaient aussi chercher des initiatives locales qui étaient inspirantes. Je ne vais pas dire bonne ou meilleure ou la solution, parce qu'il n'y en a pas une solution, il y a plein de solutions possibles. Et il faut trouver plein de modèles, puisque on n'est pas là pour faire un modèle, on est là pour faire peut-être des propositions de modèles. Et c'est ce qu'ils cherchaient, c'était des propositions inspirantes. Donc effectivement, quelles peuvent être les propositions inspirantes? Si c'est juste faire une ligue pour faire plaisir à des adultes, pour jouer à des jeux vidéo, c'est pas mal, mais on est dans le récréatif, dans le ludique. Est-ce que derrière il y a une volonté de professionnalisation de la filière? Là c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Est-ce que par contre on pense à l'encadrement des enfants? Comment on fait pour que nos enfants aujourd'hui qui ont 7-8 ans soient de meilleurs adultes? Parce que je dis toujours, moi j'ai fait partie de la génération qui a fait n'importe quoi avec le jeu vidéo. J'ai joué à n'importe quelle heure, j'ai donné des infos à des gens qui n'auraient jamais dû les avoir. Je suis pas allé en cours parce que j'ai pas dormi, clairement. Et ça m'arrangeait très bien que ma maman n'y connaissait rien. Alors elle était très gentille et c'est la meilleure des mamans qu'on peut avoir, mais elle y connaissait rien et ça m'arrangeait justement
mais moi je suis devenu parent. Et donc mes enfants vont pas me la faire à moi en fait, clairement. Et donc très égoïstement, en fait, on a monté justement des clubs de jeux vidéo parce que je voulais que mes enfants jouent en club. Et de manière encadrée, de manière saine, de manière avec un coach qui comprend la psychologie de l'enfant, avec une formation adaptée. Et en fait, c'est ça le rêve, c'est de se dire comment on fait pour faire du monde, du jeu vidéo ludique, le monde qu'on aurait nous aimé avoir. En fait, est-ce que ça doit venir du national? Je suis pas certain parce qu'en fait le national n'a pas les problématiques réelles, ne connaît pas forcément le territoire et ne sait pas comment développer sur le territoire. Non, mais peut-être que les territoires peuvent expérimenter et le national s'inspirer de ce qui a été fait dans les territoires et ensuite en fait de faire une montée d'informations et après une redescente peut-être plus uniformisée justement. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire depuis que je travaille avec Francis Sport, en fait, c'est que la structuration jusqu'à aujourd'hui, elle a été faite par le haut, et que nous, en fait, on va faire une structuration par le bas. Donc, on va s'appuyer sur des initiatives en local pour remonter des bonnes pratiques, des bonnes méthodologies, pour comprendre et faire comprendre aussi ce qui fonctionne sur nos territoires et aller acculturer effectivement l'ensemble des acteurs de façon à pouvoir développer une structuration amateur par le bas. Voilà, vraiment. Okay. Juste pour compléter ce que vient de dire Alexandre, pour nous, pour moi, je parle que pour moi, l'e-sport a été complètement bâti à l'envers en fait. On a d'abord pensé à la vitrine, on a d'abord pensé aux paillettes, on a d'abord pensé aux professionnels, les grosses teams, là, les grosses super teams avec une belle vitrine, etc. C'est pas faux. On a tout mis là-dessus, les compétitions, les éditeurs, ils ont tout mis là-dessus. Et puis au final, allez mince, ces joueurs-là, comment on les recrute? Ah bah attends, ouais, faut les chercher en bas, donc allez, on va laisser 2-3 miettes aux semi-amateurs. Ce qu'on appelle le semi-amateur, c'est des structures qui ont un peu d'argent, qui financent des frais de déplacement. Et puis par contre, l'amateur, c'est quoi? Ouais, on s'en fout en fait. À 7 ans, on va pas les encadrer, les enfants. Ça fait pas rêver. C'est ça, effectivement. Et donc du coup, nous, en fait, je pense, les associations, si on est présent ici aujourd'hui, je pense qu'on est avec notre pioche Minecraft là et on essaye de taper sur cette pyramide inversée pour que tout se casse la gueule. Mais clairement, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour qu'on reconstruise le socle, parce qu'en fait, comment on construit un parcours du joueur? On y revient toujours à ce fil rouge, le parcours de joueur et des structures qui les accompagnent. Un Kylian Mbappé, un Tony Parker ne sont jamais venus d'un club pro à un club pro. Ils sont passés par un club de basket, de football, un centre de formation, un club de division 2, 3, 4, enfin, ils sont 3, 4, 2. Et après, ils sont devenus les joueurs qu'on connaît. Oui, mais au-delà de former le futur Mbappé, pour qu'il y ait eu un futur Mbappé, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de gamins qui ont pratiqué un sport et qui ne sont pas devenus Mbappé, mais qui ont vécu une expérience, qui ont acquis des compétences de joueurs en équipe, etc., etc. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Des lieux de pratique. Des lieux de pratique. C'est pas seulement de former les futurs Mbappé du jeu vidéo. Je suis d'accord, mais pour ça, il faut les structures qui sont des lieux de pratique, d'encadrement et uniformiser justement. Comment structurer l'e-sport amateur en France? Alors, est-ce que les plateformes de jeux en ligne et les réseaux sociaux peuvent aider? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des supports que vous utilisez? Forcément. On utilise beaucoup les plateformes de réseaux sociaux et de manière générale les plateformes de communication instantanée comme type Discord, Slack, etc. Parce que nous, en tant que structure amateur, on n'a pas le choix. Les joueurs, ils viennent de toute la France. On n'a pas cette chance-là d'avoir tout en local comme un club de foot local. Mais bien sûr qu'on les utilise. Je voudrais rebondir sur un autre truc qu'on a dit tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Tu parlais justement de structuration au local. C'est l'initiative de Francis Sport d'aller, au lieu de tout faire au national comme tu l'as dit, d'aller justement au local et de s'inspirer dans chaque région d'une structuration un peu particulière. Oui. On a les antennes, par exemple l'antenne région sud, qui a vraiment cette typologie très particulière. La région investit véritablement dans l'antenne pour qu'elle fonctionne. Et nous, par exemple, dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est pas encore le cas. Et ça évite en fait les frictions. Elle n'est pas créée encore l'antenne. L'antenne Nouvelle-Aquitaine, si, tout à fait, elle est créée chez Francis Sport. Je crois qu'on en parle lundi dans une nouvelle table ronde Francis Sport. On en parlera demain. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, au lieu de créer des frictions en disant eux ils veulent financer et eux ils veulent pas financer, on sépare
Du coup, la région Sud a son écosystème, ses acteurs, sa façon de fonctionner, ses initiatives. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, avec les acteurs comme Silver Geek, Futuroland, Orse Poitiers, l'UAEF, parce que l'UAEF a son siège social basé en Nouvelle-Aquitaine, et d'autres acteurs comme Pulsar à Bordeaux. On a aussi des salariés de chez The Tournament qui habitent dans la zone. On a aussi le pôle, tout ce qui est pôle de création de jeux vidéo à Angoulême qu'on aimerait bien intégrer. Voilà, c'est tout ça qu'on essaye de structurer, et on sait que nous actuellement dans cette région-là, on n'a pas de financement pour pouvoir porter auprès des élus ce lobbying, un petit peu comme je disais tout à l'heure. Ceci dit, on a réussi à déjà rassembler des acteurs autour d'une table pour se dire comment on fait, et tu parlais du rôle aujourd'hui de l'association. Est-ce que c'est le rôle de l'association d'aller faire ce travail d'acculturation respective, c'est-à-dire qu'est-ce que moi en tant qu'association je peux apprendre aux élus, aux agents, aux entreprises locales sur l'e-sport, en tant qu'expert de l'e-sport, et qu'est-ce que eux ils peuvent m'apprendre en tant que détenteurs des aides, des agréments, de toutes ces choses-là. La politique locale. Exactement. Et il faut pas avoir peur aussi d'aller chercher un autre obstacle qu'on n'a pas forcément, la méconnaissance des structures. Les structures ne savent pas, et on l'a vu sur l'enquête, les structures ne savent pas quelles sont les aides disponibles à leur accès, quoi. Enfin, à leur développement, oui. Ouais. Donc voilà, déjà ça. Donc c'était quoi ta question juste avant? Oui, c'était sur les réseaux sociaux, mais c'était anecdotique, mais voilà, quels sont les outils que vous utilisez, et sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Donc, et quel rôle les écoles, les universités et d'une manière générale les institutions éducatives peuvent-ils jouer dans la promotion de l'e-sport amateur en tant que moyen d'apprentissage et de développement des compétences chez les jeunes? Alors, est-ce que vous pouvez vous appuyer, vous, justement, sur ces structures éducatives? On n'a pas le choix. Dans les deux sens, en même temps. On n'a pas le choix, et c'est nécessaire et c'est important de le faire. C'est-à-dire que si on pense lieu de pratique, il faut penser accompagnement global. C'est-à-dire on accompagne l'enfant, mais on l'accompagne aussi dans le rapport à la famille, dans ce qui se passe à la maison. Je sais que dans le sport, un enfant qui fait n'importe quoi avec son art martial dans la cour de récré, le meilleur recadrant, c'est le coach de judo qui va dire attends, il y a des règles, normalement c'est des tatamis, tu fais pas n'importe quoi. Enfin, j'ai fait longtemps du judo. On se faisait arracher la tête par notre coach tout le temps si on faisait n'importe quoi, et ça marchait très bien. En fait, ça libérait la communauté éducative, ça libérait les parents, et ça fonctionnait très bien. C'est le tiers éducateur. Je pense qu'on doit réfléchir à un accompagnement. Au-delà de la simple pratique de l'e-sport, on doit peut-être proposer des ateliers de parentalité numérique autour de la gestion des temps d'écran, autour des contenus inappropriés et choquants. On doit en tout cas accompagner le parent dans son rôle de parent. Alors l'idée, c'est pas d'éduquer un parent, on n'éduque jamais un parent, on l'accompagne juste dans la compréhension des clés de l'environnement numérique. Point. C'est ce que fait un coach de judo. À la fin du cours, il parle aux parents en disant vous devriez peut-être surveiller je sais pas quoi, ou au contraire le laisser plus courir parce que, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il y a quand même un dialogue justement entre les coachs et les parents sans éduquer les parents. Mais et il y a pour le coup dans le cadre de l'e-sport un vrai accompagnement nécessaire à l'éducation aux écrans. Nous, c'est certes, moi j'en suis convaincu, et c'est ce qu'on a fait sur. Un gamin écoutera beaucoup plus son coach par rapport aux écrans que ses parents. Ça doit faire partie en tout cas de l'accompagnement. Ça doit faire partie de l'accompagnement. Et nous, je sais que sur Poitiers, sur nos lieux de pratique, nos clubs, on a ça. On travaille avec l'éducation nationale. On est coordonnateur d'un volet qui s'appelle territoire numérique éducatif sur le volet parentalité numérique. Vous travaillez pour le compte de l'éducation nationale sur l'acculturation à destination des parents. Et on travaille directement avec les écoles, puisqu'on a des affiches dans toutes les écoles du département qui parlent d'ateliers de parentalité numérique et de jeux vidéo. Donc concrètement, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et c'est dans toutes les écoles du département. Et deuxième chose, sur la partie, donc là on était sur la communauté éducative, une des retombées, c'est qu'il y a des directeurs et des directrices d'établissements scolaires qui réorientent vers nous des enfants qui sont jugés comme problématiques liées aux écrans et aux jeux vidéo, et qui viennent s'inscrire dans les clubs qu'on a lancés sur le territoire de la Vienne pour essayer de le rattraper, et ça fonctionne super bien. Exactement. Et le deuxième élément de réponse, il est sur l'université. Vous avez énoncé tout à l'heure université. Je pense qu'il est nécessaire de travailler avec justement cette partie-là, ne serait-ce que pour la reconnaissance. Aujourd'hui, ce qu'on fait,
des initiatives dites inspirantes ou bonnes ou expérimentales, peu importe le mot qu'on leur donne, elles ont besoin aujourd'hui d'être identifiées, scannées, voir si ça fonctionne. Et ça ne peut fonctionner que par des protocoles de recherche universitaire, ça ne peut fonctionner que par des sortes d'audits externes. Parce qu'en fait, c'est pas parce que moi je vais lancer un club de jeux vidéo et je vais dire c'est trop bien, vous allez voir, faites pareil. J'ai pas envie d'être un Margoulin ou Fabrice Charatanis, mais en gros, l'idée c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Non mais entre le sentiment, entre ce qu'on pense réussir ou ne pas réussir et la réalité, il y a parfois un delta, mais on en a parlé avec Nicolas Beson hier, il y a cette expérimentation et cette étude scientifique aujourd'hui qui est menée, en tout cas sur l'île de France. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mené de votre côté. On travaille avec deux enseignants-chercheurs qui sont experts dans le jeu et le jeu vidéo, qui sont Éric Lambert et Manuel Jiménez sur la fac de psycho de Poitiers, c'est l'université de Poitiers. Et on a un travail qui va s'enclencher sur 2 ans, qui est enclenché. On a les premières captations qui sont tombées sur les apports cognitifs et sociaux que le jeu vidéo pratiqué en club apporte aux enfants, avec un premier panel, les enfants des clubs, versus un panel d'enfants qui jouent seuls à la maison de manière non encadrée. Quelle est la différence et on aura ces résultats au fil de l'eau, ça va arriver au fil de l'eau. C'est un protocole qui s'est lancé sur 2 ans. On l'a lancé à la rentrée dernière, donc on est parti pour un petit marathon. D'accord, donc d'ici 2 ans, on pourra avoir une table ronde ou un an pour discuter de ces résultats. Passionnant pour le coup, réellement. Et ça, j'espère qu'on pourra avoir les chercheurs autour d'une table ronde. Ouais. On a des premiers retours bluffants. Mais maintenant, il faut les comparer. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, après, entre le sentiment de réussite et puis les résultats réels, c'est toujours important. D'autres expérimentations avec les établissements scolaires pédagogiques ? Non, mais moi je voulais juste ajouter un petit point, mais Pierre l'a touché, mais c'était surtout pour dire qu'aujourd'hui en fait le tissu associatif est énormément sollicité par l'éducation nationale. Pierre parlait de la Nouvelle-Aquitaine, moi je peux parler de l'Île-de-France parce que Metallic est domicilié en Île-de-France et nous on travaille avec l'éducation nationale, les collèges sur parcours numérique en fait qui est le programme de l'éducation nationale en fait pour le choix du cursus qui est aujourd'hui demandé aux élèves de collège de 3e et en fait on les oblige ou on les oriente vers les parcours numériques justement, vers des métiers au numérique et nous on est sollicité par l'éducation nationale pour venir acculturer ce public là, donc c'est des gens entre 14 et 16 ans pour justement comprendre les enjeux sociétals français et européens autour de 2050 et les enjeux numériques qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, ça passe par de la reconnaissance, des accréditations, des agréments, etc. qui sont difficiles à avoir. Donc il faut une belle structuration et des associations qui sont bien accompagnées justement pour aller vers ces choses-là. Donc il y a des passerelles, mais encore une fois, elles sont fragiles et il faut qu'on les consolide dans le temps. Ok, ça c'est bien noté. J'ai une question... toutes les questions sont importantes, mais j'ai une question qui me tient à cœur, c'est comment l'e-sport amateur peut-il contribuer à la diversité et à l'inclusion, ça me semble être des valeurs importantes, en offrant des opportunités de jeu à des populations qui sont sous-représentées, marginalisées ou qui sont simplement en incapacité d'accéder à l'e-sport pour des questions financières, pour des questions de milieux sociaux, etc. etc. C'est une question tellement simple à répondre. mais justement, elle est tellement facile. Sur l'inclusion de genre, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté à faire jouer des filles et des garçons ensemble puisqu'il n'y a pas la notion de masse musculaire, de corpulence. Et effectivement, ça fonctionne extrêmement bien. Sur l'âge, aujourd'hui, on fait jouer. Oui, mais je vais dans le hall rouge de l'autre côté. Aujourd'hui, malgré toutes les études qui me disent qu'il y a autant de joueuses que de joueurs, quand je vais dans le hall rouge qui est les jeux de League of Legends, etc., force est de constater que la mixité n'est pas tout à fait respectée et qu'il y a en gros, 80% d'hommes pour 20% de femmes. Le problème, il vient d'en bas. Ouais, et exactement. Il vient pas, en fait, à chaque fois on dit oui, il n'y a pas de femmes dans les compétitions, il n'y a pas de diversité de genre, mais c'est parce que le problème il vient d'en bas. C'est-à-dire déjà, en fait, on le voit, plus on va monter dans la compétition,
et plus on va avoir cette exponentielle de la mixité ne marche plus. Le but, et nous, j'ai aussi fait partie de l'association Orcs et je en fais encore partie en tant que membre d'honneur. Nous, ce qu'on a expérimenté dans les clubs e-sport, c'est justement, il faut aller chercher en bas, chez les enfants en fait. Parce que ce qu'il y a de négatif encore avec les jeux vidéo, c'est quand on est une fille aujourd'hui, on joue aux jeux vidéo, il y a encore ce vieux préjugé, et surtout sur la compétition. Et donc nous, notre but, c'est d'aller faire justement de la sensibilisation, d'aller rencontrer les parents, de leur dire ben non, votre fille elle joue aux jeux vidéo, elle le fait de manière compétitive, et regardez, en plus elle est meilleure que les garçons. Donc en plus, et voilà, et pour moi ça part du bas. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. Non mais l'élément de réponse, c'est dans nos clubs, on a des créneaux avec plus de filles que de garçons. Exact. Et je pense que effectivement, nous on a fait le choix dans nos clubs, et ça c'est un parti pris mais assumé pleinement. On n'a pas de créneau adulte. Parce qu'on considère que c'est une génération déjà perdue pour la cause, il y a trop de mauvaises habitudes, il y a trop de choses à faire, et nous on ne travaille pas là-dessus. On travaille sur les enfants de 7 à 17 ans pour en faire des joueurs meilleurs, non pas meilleurs en termes de talent, meilleurs en termes de mentalité et d'acceptation des différences. Et je pense que nous aujourd'hui dans les clubs pour enfants, on accueille une centaine d'enfants, on a franchement sur certains créneaux plus de filles que de garçons et ça fonctionne super bien. Il faut juste laisser la place aux filles. En fait, je pense qu'il y a un vrai problème éducatif où en tant que parent, et en tant que même encadrant, on va pousser le garçon à faire de la compétition. Et ça, je pense qu'il y a eu des études là-dessus, je les ai lues. Oui, et on va pousser la petite fille à jouer à la poupée. Et en fait, dès lors que la petite fille est bien dans son cadre gentil, bien mignon, et ben, c'est très bien. Au moins, elle fait pas de bruit, elle dérange pas. Et je pense qu'il y a un vrai problème éducatif. Et je pense que si on poussait les petites filles à la compétition, on n'aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui. Et nous, on les prend en tout cas. On fait attention à ce que les petites filles ne tombent pas, alors qu'un petit garçon lui dit, au contraire, plus il tombe, plus il va apprendre. Et il faut qu'il y ait effectivement une égalité à ce niveau-là dès le départ, pour qu'il y ait un envie de compétition de la part des filles. Et c'est, ce qui est tout à fait légitime. Ouais. Mais dans 10 ans, on reviendra là, si tu veux. Et je pense que si les lieux de pratique se mettent en place, ça ne sera pas le même visage. Okay, donc, il faut quand même juste dire que c'est juste le reflet de la société en fait que nous on doit absorber dans nos clubs, et aujourd'hui on est ces passerelles. Mais l'e-sport peut peut-être aider à améliorer la société, soyons ambitieux. Et le propos de Pierre, c'est exactement nous ce à quoi on est confrontés tous les jours. Moi j'ai des mamans qui viennent en pleurs me dire mon fils il a regardé un stream, il veut l'arrêter l'école, il veut devenir joueur sur Fortnite, machin truc. Comment on fait, comment on l'encadre, etc. Donc oui, des lieux de pratique, oui, des discours, oui, des personnes formées, des encadrants, des professionnels. Ça revient avec ce que je disais aussi sur la structuration économique. En pouvant former les gens, on va pouvoir être plus professionnels. Donc on sera légitime en tout cas de demander des cotisations ou des abonnements ou des adhésions à des parents pour recevoir leurs enfants et dans des lieux de pratique équipés et avec des personnels encadrants formés. Et c'est aussi le côté légitimité, comme tu dis, d'apporter un plus à la société dans sa globalité, dans son ensemble, au-delà de l'e-sport. Je pense que ça va vraiment dans un problème sociétal, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Sur les autres aspects de l'inclusion, déjà, moi je pense qu'il y a un truc qui va répondre un peu à la question globale. Je pense qu'il faut aussi s'encadrer de gens qui connaissent ces particularités de genre, de situation de handicap, etc. Parce que c'est ce que j'allais dire. De situation sociale, d'accès, ça coûte cher de se déplacer, de venir à des compétitions. Ouais, il faut s'inscrire, il faut se déplacer, il faut prendre un hôtel, etc. Donc comment est-ce que l'e-sport amateur peut aider à gommer ces différences? Il faut que l'e-sport amateur déjà s'encadre, et c'est le cas actuellement, on est en train de le faire, s'encadre avec les acteurs de ces écosystèmes-là. Par exemple, ce que j'allais te dire, c'est que moi je me sens pas légitime de répondre à une question sur la diversité de genre, parce que je suis un homme, j'ai été éduqué comme un homme, vraiment à l'ancienne méthode française. Donc quand on me pose la question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation des femmes dans le jeu vidéo, je réponds toujours, là on parle de jeu vidéo au global, demandez aux femmes, demandez aux professionnels, 2 LES du milieu, les joueuses professionnelles. Il faut aussi aller voir des acteurs qui sont professionnels là-dedans, dans les problèmes de diversité de genre. Pareil pour toutes les diversités d'inclusion. Moi je pense notamment aux troubles de la personnalité, les troubles autistiques, tout ce qui est troubles 10, etc. C'est des gens qui sont absolument pas aujourd'hui considérés. C'est-à-dire que leur handicap n'est même pas reconnu dans le milieu de l'e-sport, alors qu'on est entouré
de gens qui ont ces situations de handicap qui peuvent être vraiment très problématiques pour eux, pas pour nous, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'ils sont joueurs, ils sont comme nous. Mais il faut savoir s'entourer de ces structures-là. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que doit faire l'e-sport amateur? Je pense que tu avais l'air d'avoir une réponse. Je vais sortir ma carte de mon chapeau magique, c'est toujours la même, c'est lieu de pratique. En fait, si on veut rendre accessible, tu disais, les classes socio-professionnelles plus ou inférieures, etc., c'est déjà avoir un prix qui soit modulé. Aujourd'hui, il est capable, si on a un agrément jeunesse et sport, on peut utiliser le passe sport pour payer une cotisation. La cotisation, on peut la faire volontairement basse à 110 € par an pour avoir des créneaux accès toute l'année. Et ça, le prix sera identique pour tout le monde. On a déjà travaillé avec des CCAS aussi pour adapter effectivement le niveau d'adhésion en fonction des capacités financières de la famille. On n'a rien inventé, on a juste copié-collé des lieux de pratique qui existent sur des activités culturelles, sur des activités sportives. Et ça fonctionne en fait. Donc pourquoi réinventer l'eau chaude quand elle existe déjà? Je pense que aujourd'hui, l'élément de réponse majeur, c'est lieu de pratique, formation des encadrants, et on arrivera à déjà inclure le genre, les différents handicaps. Et aujourd'hui, lieu de pratique, ça veut dire quoi? Sur une centaine d'enfants, on a tous les troubles représentatifs de la société. On a des enfants à troubles autistiques, on a des enfants qui sont dysharmoniques, dysphagiques, et tout ça, en fait, on l'a, parce que c'est la société, elle est comme ça. Oui, donc en fait, il faut faire avec. Donc ça passe par de la formation encadrant, ça passe par des lieux de pratique, et ça passe par une modularité de l'adhésion qui rend accessible la pratique. Et là où elle est merveilleuse, c'est que si on met un lieu de pratique de manière intelligente, n'importe quel enfant peut y avoir accès. Il n'y a pas de protège tibia à acheter, il n'y a pas de crampons à acheter. La manette est là, la console est là, le jeu est là. Jouez. Ok, donc on a parlé de potentiellement ce qu'il fallait faire ou ce qu'on pourrait faire. Quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques en matière de structuration de l'e-sport amateur, tant au niveau local que national, et comment est-ce qu'on peut généraliser ces bonnes pratiques pour qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre? Donc qu'est-ce qui a déjà été fait, qui fonctionne? Alors je vais parler pour Pierre, mais il y a le livre blanc des Orcs qui est une très belle initiative. Donc il en a parlé de ces clubs et de lieux de pratique pour encadrer des publics de 7 à 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? 17 ans? 17. Ok, voilà, 17 ans. Après, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est difficile de les contraindre. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives, il y en a d'autres. Il y a le NEC à Lyon, il y a plein d'autres petites initiatives qui sont portées, même en local. Aujourd'hui, le travail, je pense, de France Sport et de l'UAEF, c'est d'être un relais pour les initiatives qui n'ont pas la chance, comme celle des Orcs, d'être visibles. Donc qu'elles puissent être mises à disposition aussi du tout associatif, si on peut le dire comme ça, oui, de façon à ce qu'elles puissent s'en inspirer et qu'on puisse mutualiser le genre de process qui fonctionne. Comme il a dit Pierre, on a de la data analyse qui nous permet aujourd'hui d'avoir des feedbacks intéressants pour acculturer les territoires, les publics, les familles, enfin n'importe qui. Et on a cette accessibilité qui est hyper simple en fait pour répondre aux enjeux sociétaux, comme tu as pu le définir juste avant. Ensuite, ce qui a été mis en place, en tout cas, c'est continuer d'accompagner le développement des lieux de pratique un peu partout, donc par le biais des antennes déjà qui vont rassembler les acteurs au niveau des régions, ce qu'on estime nous beaucoup plus simple que faire quelque chose aux nations. Encore une fois, les inégalités rurales ou locales existent, oui, malheureusement. Grand Est n'aura pas les mêmes facilités que Région Sud, que Nouvelle-Aquitaine, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, et harmoniser en tout cas l'écosystème en local nous permet derrière en sous-strate départementale, puis communauté d'agglo, voire commune, d'accompagner et d'expliquer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, qui sont déjà en place. Okay. Et je pense que vous avez aussi des trucs à dire. Oui, j'ai juste une initiative locale qui me revient en tête en plus de tout ce que tu as dit. C'est notamment Requiem for a Noob, qui a été lancé par une présidente qui est d'abord une mère de famille d'un enfant à trouble autistique et qui a lancé un club amateur dont le but est d'encadrer des joueurs à trouble autistique. Et donc ils envoient, et je pense qu'il y a, je ne sais pas s'ils sont là, mais il y en a beaucoup dans le hall jaune, de nos amis de Requiem for a Noob qui justement Requiem for a Noob. Okay. Et leur but c'est vraiment d'envoyer des joueurs compétitifs amateurs sur des LAN. Et nous ça c'est super parce qu'on se dit ça y est, on a identifié un acteur qui a déjà expérimenté dans le milieu. Maintenant il faut juste que
on arrive à leur dédier du temps pour qu'ils puissent écrire les bonnes pratiques que eux ils ont encadrées, parce que eux ils ont l'expérience par la pratique. Maintenant il faut réussir à en faire quelque chose, un livrable, et je vais revenir là-dessus. Je pense que ce qu'on a le plus dit chez Francisport en interne et aussi à l'UAEF en interne, c'est que maintenant, au lieu de juste dire ah c'est bien, lui il fait les bonnes choses, il faut qu'on arrive à produire des livrables. C'est-à-dire à produire des fiches de bonnes pratiques, à réussir à rassembler les ressources, à rassembler les informations. Parce que Requiem for a Noob a expérimenté énormément. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu la capacité de transmettre leur formation? Ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait. C'est notre objectif, nous, avec Francisport et l'UAEF, main dans la main, d'aller rencontrer ces acteurs-là, de leur dire, nous, on va vous dédier du temps. Déjà de les identifier, donc ça a été un premier travail. Tu en as parlé tout à l'heure, je te remercie. Le travail de cartographie que j'ai lancé il y a 1 an et demi et qui a pu aboutir là en décembre dernier. Identifier les gens, déjà première chose. Identifier les gens qui travaillent aussi avec d'autres acteurs. Nous, on aimerait bien, et c'est en cours, identifier ceux qui travaillent avec des clubs de sport, par exemple. Parce que c'est des associations très intéressantes pour nous. Un club e-sport qui travaille avec un club de sport, c'est associer les deux meilleurs mondes en fait au même endroit. Et les initiatives locales, dans tous les cas, il faut les rassembler à un endroit. Et nous, c'est notre objectif avec Francisport. On en a déjà identifié plein grâce aux antennes, parce que les antennes, c'est des pépinières un petit peu de bonnes initiatives. J'arriverai pas à toutes les citer parce que sinon. Non, parce qu'en plus il va falloir qu'on termine. Donc ouais, c'est parfait. Il va. Non mais j'ai encore une petite question. Qu'est-ce que vous attendez justement du futur et en gros quelles sont les perspectives futures pour la structuration de l'e-sport amateur et quelles sont les innovations qui peuvent être attendues pour surmonter à la fois les défis actuels et améliorer l'expérience des joueurs d'une manière générale. On va laisser le vice-président à la structuration amateur nous répondre. Alors, en tout cas, il y a des feuilles de route en tout cas qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, on a une grande partie de sourcing informatif, donc data analyse, où on a vraiment besoin de comprendre, d'aller au contact, voilà, on a besoin d'analyser ce qu'il en est, oui. Beaucoup plus profondément que ce qu'on a pu le faire jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, on va vraiment aller au niveau le plus bas possible de la strate, qui est le joueur, le pratiquant, etc. Remonter un petit peu au niveau de l'associatif et donc tout ce qui est initiative que nous, on connaît. Mais effectivement, pouvoir relayer encore une fois les initiatives, donc être force de centralisation d'informations. Oui. Je pense que c'est très important aujourd'hui de dire à tout le monde, et j'en reviens encore avec mon image de panneau 4 par 3 avec une grosse flèche, c'est ici. On a la force aujourd'hui avec Francisport d'avoir en tout cas les supports pour le faire, avec l'UAEF aussi, et en tout cas on invite tout le monde à aller sur ces sites là pour chercher l'information ou même se faire identifier, parce qu'on peut passer à côté, le filet, on a un maillage qui est super fin mais on passera forcément à côté de plein d'acteurs. Donc oui, ça c'est un des axes. Initiative. Et le deuxième axe aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est les compétitions éditeurs associatives en fait, où on a envie de créer vraiment un écosystème où on va pouvoir faire briller les joueurs, leur permettre de s'exprimer sainement, donc que ce soit aussi bien des filles que des garçons, des jeunes que des vieux, de retirer toutes ces barrières de genre, de casser l'inclusion un petit peu de par ces ligues-là, en incluant effectivement les éditeurs, parce que pour nous, ils ont la propriété intellectuelle et que sans un éditeur, on fait rien. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on les oublie de la composante développement compétitif. Et peut-être aussi travailler sur le lexique qui pour moi doit aussi traiter de la partie e-sport et compétitif gaming. Parce que pour l'amateur, parler d'e-sport aujourd'hui, c'est peut-être faire une confusion dans la tête des éditeurs ou même des parents ou des institutions. Et parler de professionnalisme à un niveau amateur en France, c'est encore tabou. Il y a encore cette fracture, ce delta à réduire, je pense. Voilà. En tout cas, les enjeux de l'année 1 du mandat seront basés sur ces deux axes. Ok. Un truc à rajouter ? Si moi j'avais une demande, c'est que les pouvoirs publics s'emparent vraiment du sujet. C'est-à-dire qu'il y a un esport.gouv.fr, quelque chose comme ça qui se crée. Parce qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, on fait travailler Francisport, on fait travailler l'UAEF, on fait travailler des associations. J'ai aucun problème de reconnaissance locale. Moi, j'ai 3 agréments, jeunesse et sport, association éducative complémentaire de l'enseignement public, jeunesse et éducation populaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on duplique ? Comment on met en le passage à l'échelle ? Comment à un niveau gouvernemental C'est ça. Ok. Et je vois pas les choses autrement possibles.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, vous trois, pour la qualité de ces échanges où on a appris beaucoup de choses, vraiment, je pense. Et merci au public. Merci à toi. Merci. Merci, ouais, Emmanuel. merci tout le monde.